Et si le plus grand vol de l'histoire s'était déroulé en plein jour? Pendant plus de 30 ans, le Burkina Faso a été présenté comme pauvre et dépendant, tandis que ses ressources minières quittaient le pays à travers des contrats opaques, des clauses déséquilibrées et des profits largement captés à l'étranger. Que signifie cette révélation pour le monde lorsque Ibrahim Traoré transforme un simple dossier en accusation publique contre un système économique présenté comme légal et normalisé? À partir de cet instant précis, l'ordre établi commence à vaciller. Cette histoire promet plus qu'un récit de confrontation politique ou économique. Elle propose de comprendre comment une décision, portée par Ibrahim Traoré, a déplacé un débat longtemps confiné aux marges vers le centre de la scène internationale. En suivant les faits, le lecteur saisira pourquoi des contrats présentés comme légaux ont pu produire, année après année, des effets contraires au développement annoncé et comment leur remise en cause a redéfini les rapports de force. L'enjeu est clair, mesurer ce que signifie réellement reprendre le contrôle de ressources stratégiques dans un système mondial structuré par des règles asymétriques. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, mais celle d'un précédent qui interroge la solidité juridique, morale et politique de pratiques longtemps tolérées. Ce parcours permettra aussi d'évaluer les coûts et les risques d'une telle rupture: pressions extérieures, fragilités internes, attentes populaires élevées. À travers ces éléments, le lecteur comprendra pourquoi cette séquence dépasse le cadre national et touche à une question plus large de souveraineté et de justice économique. La révélation centrale tient en un chiffre et un geste. Dès les premières minutes, Ibrahim Traoré s'appuie sur un dossier montrant qu'en moyenne, à peine une fraction minime des profits miniers revenait réellement à l'État, alors même que l'extraction s'étalait sur plusieurs décennies. Ce contraste entre richesse produite et retombées locales devient le point de bascule du récit, car il transforme une intuition diffuse en preuve structurée. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut revenir au contexte. Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, a longtemps été perçu à l'extérieur comme marginal dans l'économie mondiale. Cette image a facilité l'installation de partenariats miniers présentés comme des opportunités, mais négociés dans un rapport de force profondément inégal. Les contrats évoqués dans le dossier remontaient à plus de 30 ans et avaient été reconduits sans véritable débat public, protégés par une technicité juridique difficilement accessible et difficile à la population. La singularité de l'intervention d'Ibrahim Traoré réside dans la manière de lier ces éléments dispersés. Le dossier ne se limite pas à dénoncer une injustice abstraite. Il assemble dates, signatures et clauses pour montrer une continuité. Des accords conçus pour durer, verrouiller l'accès aux ressources et neutraliser toute remise en question future. Dans ce cadre, la pauvreté persistante n'apparaît plus comme un échec interne, mais comme la conséquence logique d'un système contractuel défavorable. Ainsi, la nature du débat change. Il ne s'agit plus de savoir si le Burkina Faso a été mal géré, mais si les règles du jeu elles-mêmes ont été biaisées dès l'origine. En exposant ce cadre, Traoré place la discussion sur un terrain juridique et moral, préparant la suite des événements et les réactions qu'ils provoqueront. L'histoire ne progresse pas uniquement par des chiffres et des clauses juridiques. Elle avance aussi par des figures humaines qui donnent un visage à ce basculement. Aux côtés d'Ibrahim Traoré apparaît Aïcha Dembélé, enseignante à la retraite, dépositaire d'un dossier transmis comme un héritage de lutte. Son rôle n'est pas symbolique. Elle incarne la continuité entre une mémoire individuelle et une action politique devenue publique. Ce lien change la perception des faits. Le dossier n'est plus un simple instrument technique, mais la trace matérielle d'années de silence, de tentatives avortées et de risques personnels assumés.
Dans les réunions où ces documents sont présentés, la tension est immédiate. Les interlocuteurs étrangers, habitués à des échanges feutrés, se retrouvent à de confronter à des preuves qui déplacent la discussion hors du registre de la négociation classique. Les premiers effets se font sentir rapidement. En interne, cette mise au jour provoque un regain d'attention populaire. Des forums et des rencontres communautaires sont organisés pour expliquer la situation, traduisant des mécanismes complexes en enjeux compréhensibles. À l'extérieur, les partenaires traditionnels observent avec prudence, conscients qu'un précédent est en train de se former. Et surtout, l'essentiel devient évident. Ce qui était autrefois invisible devient discutable. En donnant des noms, des dates et des visages à des accords abstraits, la dynamique s'inverse. La question n'est plus seulement de savoir qui contrôle les ressources, mais qui détient la légitimité pour décider de leur avenir. Cette bascule prépare le terrain de la séquence suivante où les faits vont se transformer en décisions. L'activation commence dans la discrétion. Pendant des mois, Ibrahim Traoré et un cercle restreint de collaborateurs travaillent à transformer des soupçons en un dossier cohérent. Les réunions se tiennent à l'écart des regards, loin des lieux officiels, afin d'éviter les fuites et les pressions prématurées. Chaque document est vérifié, chaque clause replacée dans son contexte historique. L'objectif n'est pas encore l'affrontement, mais la préparation méthodique d'un moment où les faits parleront d'eux-mêmes. Le point de bascule survient lorsque le dossier est jugé suffisamment solide pour être exposé. Lors d'une réunion de haut niveau réunissant diplomates et représentants économiques, Ibrahim Traoré choisit de rompre avec les usages habituels. Plutôt que d'ouvrir par un discours politique, il pose les documents sur la table et structure son intervention autour des éléments factuels. Les dates s'enchaînent, les signatures se répondent, les clauses révèlent leur logique interne. Le silence qui s'installe marque le passage de la négociation implicite à la confrontation ouverte. Le sommet de cette séquence réside dans l'exposition publique. Chaque page agit comme une confirmation supplémentaire que les accords miniers ne relevaient pas d'un partenariat équilibré, mais d'un système durablement défavorable. Ce moment n'est pas spectaculaire par des gestes brusques, mais par son caractère irréversible. En rendant ces informations visibles, Ibrahim Traoré ferme la porte au retour en arrière. La discussion quitte le registre confidentiel pour entrer dans l'espace politique et médiatique. Les répliques sont immédiates. À l'intérieur du pays, le gouvernement annonce la suspension des contrats concernés et le lancement d'enquêtes pour identifier les responsabilités locales et étrangères. Ces décisions, prises rapidement, visent à montrer que la révélation n'est pas symbolique, mais suivie d'effets concrets. Dans les jours qui suivent, des réunions publiques sont organisées afin d'expliquer les mesures, de prévenir les rumeurs et de consolider le soutien populaire. À l'extérieur, les réactions se multiplient. Certains partenaires expriment leur incompréhension, d'autres leur inquiétude face à un précédent susceptible d'inspirer des démarches similaires ailleurs. Des tensions diplomatiques émergent, tandis que les marchés liés aux matières premières observent la situation avec prudence. La chronologie s'accélère. Ce qui s'est construit sur 30 ans est remis en question en quelques semaines. Cette séquence montre comment une préparation lente conduit à un choc rapide. L'activation patiente rend possible un moment bref mais décisif dont les répliques s'étendent bien au-delà des frontières nationales. À ce stade, l'enjeu n'est plus seulement juridique ou économique. Il devient politique, symbolique et stratégique, annonçant la phase où les chiffres et leurs conséquences seront scrutés avec une attention accrue. Le point de départ est un contraste mesurable entre ce qui est extrait et ce qui revient réellement au pays.
Selon les éléments contenus dans le dossier, les accords miniers prévoyaient que l'État burkinabé ne perçoive en moyenne qu'une part très faible des profits générés, alors que l'exploitation s'étendait sur plusieurs décennies. Ce différentiel, stable dans le temps, devient la clé de lecture centrale pour comprendre l'ampleur des pertes accumulées. Le premier indicateur concerne les redevances. Les contrats évoqués fixaient des taux présentés comme standards au moment de leur signature, mais qui, replacés dans une perspective comparative, apparaissent nettement inférieurs aux pratiques observées dans d'autres pays producteurs. Cette différence, répétée année après année, produit un effet cumulatif considérable. Elle explique pourquoi la croissance du secteur minier n'a pas entraîné une amélioration proportionnelle des finances publiques ni des services essentiels. Le deuxième indicateur touche au volume exporté. Les documents font état de quantités importantes de ressources, notamment aurifères, extraites sur une longue période, avec une large majorité destinée à l'exportation. Le décalage entre ces volumes et les recettes officiellement déclarées soulève la question de la sous-évaluation systématique. Cette pratique, décrite dans le dossier, permettait de réduire les obligations fiscales et de transférer la valeur ajoutée hors du pays sans enfreindre formellement les clauses existantes. Un troisième élément quantitatif concerne l'estimation globale des pertes. En agrégeant les données disponibles, les premières évaluations évoquent des montants cumulés extrêmement élevés sur plusieurs décennies. Ces chiffres ne prétendent pas mesurer l'ensemble des coûts sociaux ou environnementaux, mais ils donnent un ordre de grandeur suffisant pour changer la perception du débat. La pauvreté persistante n'apparaît plus comme une anomalie inexplicable, mais comme la conséquence logique d'un flux de richesses orienté vers l'extérieur. Ibrahim Traoré insiste sur un point méthodologique. Ces chiffres ne sont pas isolés. Ils sont accompagnés de signatures, de dates et de correspondances internes qui attestent de leur cohérence. Cette articulation entre données chiffrées et documents juridiques renforce leur crédibilité et limite les marges de contestation. La preuve n'est plus seulement morale, elle devient technique et vérifiable. La lecture de ces données modifie le cadre d'analyse. Il ne s'agit plus de dénoncer une exploitation abstraite, mais de démontrer étape par étape comment un système contractuel produit des résultats prévisibles. Cette approche permet de déplacer la discussion vers la responsabilité des règles elles-mêmes. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le pays a perdu, mais comment et pourquoi ces pertes ont été rendues possibles sur une période aussi longue. Les opposants à la remise en cause des accords miniers avancent de plusieurs arguments structurés. Le premier repose sur l'idée de stabilité juridique. Selon eux, ces contrats, signés et reconduits dans le temps, garantissaient une prévisibilité essentielle à l'investissement étranger. Rompre avec ce cadre serait perçu comme un signal négatif susceptible de décourager d'autres partenaires et d'isoler durablement l'économie nationale. Dans cette lecture, la continuité prime sur la correction d'éventuelles injustices passées. Un second argument met en avant le développement économique indirect. Les entreprises minières affirment avoir créé des emplois, contribué à des infrastructures locales et soutenu la croissance par des taxes et des redevances, même limitées. Elles soutiennent que, sans leur présence, certaines ressources seraient restées inexploitées, faute de capacités techniques et financières locales suffisantes. Ce raisonnement présente les accords comme imparfaits, mais nécessaires dans un contexte de dépendance structurelle. Enfin, un troisième argument invoque la responsabilité interne. Les critiques soulignent que la mauvaise gestion, la corruption locale ou l'inefficacité administrative auraient amplifié les effets négatifs des contrats. Dans cette perspective, remettre en cause les partenaires étrangers masquerait des faiblesses internes plus profondes et déplacerait la responsabilité
plutôt que de la résoudre. La réponse construite par Ibrahim Traoré ne nie pas frontalement ces points, mais les recontextualise. Sur la stabilité juridique, il rappelle que la légalité formelle ne garantit pas l'équité. Des contrats peuvent être valides tout en produisant des résultats structurellement déséquilibrés, surtout lorsqu'ils sont négociés dans un rapport de force asymétrique. Concernant le développement, les données présentées montrent que les retombées sont restées marginales par rapport à la valeur extraite, ce qui affaiblit l'argument du bénéfice partagé. Quant à la responsabilité interne, la réponse consiste à distinguer les causes. Reconnaître des défaillances locales n'annule pas le rôle des règles contractuelles qui les ont rendues possibles et parfois encouragées. En combinant ces éléments, la démarche vise à dépasser une opposition simpliste. Elle cherche à démontrer que corriger les règles du jeu est une condition préalable à toute amélioration durable de la gouvernance et du développement. À mi-parcours, le récit change de nature. Jusqu'ici, l'attention était portée sur la révélation des faits et la solidité des preuves. Désormais, l'enjeu devient la transformation de ces constats en lignes politiques durables. Ibrahim Traoré ne se contente plus d'exposer un système défaillant. Il affirme que le maintien du statu quo serait plus risqué que la rupture elle-même. Cette inversion du raisonnement marque un tournant stratégique. Le cœur de ce moment réside dans une idée simple. La dépendance n'est pas neutre, elle crée une vulnérabilité permanente qui limite la capacité d'un État à décider pour lui-même. En plaçant cette vulnérabilité au centre du débat, la question cesse d'être strictement économique. Elle devient institutionnelle et symbolique. Accepter des pertes continues au nom de la stabilité revient à institutionnaliser l'inégalité. Ce changement de cadre modifie aussi la lecture internationale. La démarche n'apparaît plus comme une réaction émotionnelle ou isolée, mais comme une tentative de redéfinition des règles. Les partenaires étrangers comprennent alors que la discussion ne porte plus seulement sur des contrats spécifiques, mais sur le principe même de leur conception. Ce tournant agit comme un révélateur. Il explique pourquoi les réactions s'intensifient et pourquoi les conséquences à venir dépasseront le cas burkinabé. À partir de cet instant, chaque décision est interprétée comme un signal adressé au reste du continent et au système économique mondial. Les conséquences des décisions prises se déploient sur plusieurs niveaux et touchent des acteurs distincts. Pour l'État burkinabé d'abord, la remise en cause des accords miniers signifie un changement immédiat de posture. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les autorités cherchent à reprendre un contrôle direct sur des ressources stratégiques, non seulement pour augmenter les recettes publiques, mais aussi pour réaffirmer une capacité de décision autonome. Cette orientation entraîne une réorganisation administrative, la mise en place d'audits et la recherche de nouveaux cadres de gestion, avec des résultats encore inégaux mais symboliquement forts. Pour les entreprises concernées, l'impact est plus abrupt. La suspension des contrats et les enquêtes annoncées créent une incertitude juridique et financière. Certaines sociétés voient leurs opérations ralenties, d'autres suspendues, ce qui affecte leurs perspectives à court terme. Cette situation provoque des réactions contrastées, des contestations juridiques, des tentatives de renégociation et dans certains cas des retraits temporaires. Le message envoyé est clair. Les règles précédemment admises ne sont plus garanties. Du côté des citoyens, les effets sont à la fois matériels et psychologiques. À court terme, l'incertitude économique suscite des inquiétudes, notamment dans les zones dépendantes de l'activité minière. Mais parallèlement, un sentiment de dignité retrouvée s'exprime dans l'espace public. Des réunions communautaires et des mobilisations symboliques traduisent l'idée que les décisions prises engagent l'avenir collectif. La question n'est plus seulement celle de l'emploi immédiat, mais celle du partage équitable des richesses sur le long terme. À l'échelle régionale,
l'onde de choc dépasse les frontières. Plusieurs pays voisins observent attentivement l'évolution de la situation. Certains responsables politiques y voient un précédent potentiellement inspirant, d'autres un risque de déstabilisation. Dans tous les cas, la démarche du Burkina Faso alimente un débat plus large sur la renégociation des accords extractifs en Afrique de l'Ouest. Enfin, sur le plan international, les réactions révèlent une ligne de fracture. Des soutiens populaires émergent au sein de la société civile africaine et au-delà, tandis que certaines capitales expriment leurs réserves. Pour Ibrahim Traoré, cette pluralité de réponses confirme que l'enjeu dépasse le cadre national. Les conséquences ne se mesurent pas uniquement en termes économiques, mais en termes de signal politique envoyé à un système longtemps considéré comme immuable. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des choix politiques, des réactions extérieures et des capacités internes distinctes. Le premier scénario, souvent qualifié de base, suppose une stabilisation progressive. Dans cette configuration, les autorités parviennent à maintenir le cap sans rupture majeure, tout en négociant des ajustements avec certains partenaires. Les audits se poursuivent, quelques accords sont renégociés et l'activité minière reprend partiellement sous des cadres révisés. Les résultats sont modestes, mais la crédibilité institutionnelle se consolide lentement. Le second scénario, plus optimiste, repose sur un effet d'entraînement régional. Les décisions initiales du Burkina Faso encouragent d'autres pays à réexaminer leurs propres accords extractifs, créant un espace de coopération sud-sud. Dans ce contexte, de nouveaux partenariats émergent, moins centrés sur l'extraction brute et davantage sur la transformation locale. Les recettes publiques augmentent graduellement, permettant d'investir dans des infrastructures et des services essentiels. Ce scénario suppose une coordination diplomatique soutenue et une capacité administrative renforcée pour absorber le changement. Le troisième scénario, plus sombre, met en lumière les risques d'une pression extérieure accrue. Des sanctions ciblées, des retraits d'investissements et une contraction des échanges peuvent fragiliser l'économie à court terme. Les tensions internes augmentent si les bénéfices attendus tardent à se matérialiser. Dans cette hypothèse, la question n'est plus seulement économique, mais sociale et politique. La cohésion nationale devient un facteur déterminant pour éviter une remise en cause du processus engagé. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les périodes. La clé réside dans la capacité à arbitrer entre fermeté et adaptation sans diluer le message central. L'enjeu cognitif est essentiel. Penser en termes de trajectoire plutôt que de résultats immédiats. Dans cette perspective, la décision initiale agit moins comme une fin que comme un point de départ. Elle ouvre un champ de possibles où chaque choix intermédiaire pèse autant que l'acte fondateur lui-même. Au-delà des États et des entreprises, cette séquence touche des individus ordinaires, souvent éloignés des tables de négociation. Pour beaucoup, la question posée par les décisions d'Ibrahim Traoré n'est pas abstraite. Elle renvoie à des réalités concrètes. Emploi, accès aux services publics, perspectives pour les générations futures. Lorsque les ressources quittent un pays sans retombées visibles, ce sont des écoles non construites, des routes inachevées et des hôpitaux sous-financés qui deviennent la norme. Pour un lecteur extérieur, cette situation invite à une réflexion plus large sur la manière dont les richesses naturelles sont intégrées dans les économies mondiales. Les produits issus de ces ressources circulent quotidiennement, souvent sans que leur origine ou les conditions de leur extraction soient donc questionnées. Le cas burkinabé agit alors comme un miroir, révélant les liens invisibles entre consommation globale et réalité locale.
cette connexion passe aussi par l'idée de responsabilité collective. Les choix opérés aujourd'hui influencent la stabilité de régions entières et, à terme, les équilibres mondiaux. En ce sens, la démarche portée par Ibrahim Traoré ne concerne pas uniquement un pays africain. Elle interroge la cohérence entre discours sur le développement, pratiques économiques et attentes citoyennes. Enfin, cette histoire rappelle que les décisions politiques ont une dimension humaine durable. Derrière chaque contrat, il y a des trajectoires de vie affectées sur plusieurs décennies. En replaçant ces enjeux dans une perspective compréhensible, le récit invite le lecteur à dépasser l'analyse technique pour saisir l'impact réel de règles souvent présentées comme neutres. C'est à ce niveau que l'engagement devient possible, non par adhésion idéologique, mais par compréhension des conséquences partagées. La phase suivante repose sur une logique opérationnelle plus que déclarative. Pour Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas seulement de dénoncer un système, mais de construire une alternative fonctionnelle. La première étape consiste à clarifier le cadre institutionnel. Cela passe par des audits indépendants, la centralisation des données contractuelles et la définition de règles de transparence accessibles au public. Sans cette base, toute renégociation risquerait de reproduire les mêmes asymétries. La deuxième étape concerne la capacité technique. Reprendre le contrôle des ressources implique de renforcer les compétences locales, tant dans l'administration que dans les métiers de l'extraction et de la transformation. Des partenariats ciblés, fondés sur le transfert de savoir-faire plutôt que sur la simple concession, deviennent alors prioritaires. Cette approche vise à réduire la dépendance structurelle qui a justifié, par le passé, des accords déséquilibrés. Un troisième axe porte sur la temporalité. Les effets positifs ne peuvent être immédiats. La feuille de route présentée insiste sur des indicateurs intermédiaires: amélioration de la collecte fiscale, réinvestissement progressif dans les infrastructures et stabilisation sociale. Ces jalons permettent de mesurer l'avancée sans promettre des résultats irréalistes à court terme. Enfin, la dimension diplomatique reste centrale. Ibrahim Traoré privilégie une stratégie d'ouverture conditionnelle, cherchant à maintenir des relations tout en affirmant des lignes rouges claires. L'idée n'est pas l'isolement, mais la redéfinition des termes de l'échange. Cette feuille de route n'offre aucune garantie de succès automatique. Elle propose toutefois une logique cohérente où chaque étape renforce la suivante. En articulant gouvernance, compétences et diplomatie, elle transforme une rupture symbolique en processus mesurable, ouvrant la voie à une souveraineté plus concrète que déclarative. Le récit revient alors à son point d'ancrage humain. Ce dossier, longtemps resté dans l'ombre, redevient un symbole chargé de mémoire et de sens. Ce n'est plus seulement un ensemble de pages, mais le fil reliant des décennies de silence à un moment de parole assumé. En le mettant au centre de l'action, Ibrahim Traoré transforme un héritage individuel en acte collectif capable de résonner bien au-delà des frontières nationales. Cette conclusion ne célèbre pas une victoire définitive. Elle rappelle plutôt la fragilité de tout tournant historique. Les espoirs suscités sont réels, tout comme les incertitudes qui persistent. Pourtant, quelque chose a déjà changé. Le regard porté sur les ressources, sur la légitimité des règles et sur la capacité d'un pays à dire non n'est plus le même. Cette transformation est moins visible que des chiffres budgétaires, mais elle marque les esprits durablement. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point de convergence. Elle cristallise une attente partagée, celle de voir la dignité cesser d'être un concept abstrait pour devenir un principe opérationnel. Le rappel est simple et percutant. Une décision, lorsqu'elle s'appuie sur des faits et une mémoire collective, peut redéfinir ce qui semblait immuable. La force de ce moment tient précisément à cela. Il ne promet pas un avenir parfait,
Il affirme qu'un autre chemin est pensable et que le courage politique peut encore ouvrir des possibles là où tout semblait verrouillé. La séquence qui s'achève ne demande pas une adhésion immédiate ni une prise de position tranchée. Elle invite plutôt à une réflexion partagée sur la manière dont les ressources, les règles et les rapports de pouvoir sont organisés aujourd'hui. L'expérience du Burkina Faso, portée par Ibrahim Traoré, fonctionne comme un point d'observation. Elle permet d'interroger ce qui est souvent accepté comme normal, simplement parce que cela dure depuis longtemps. Pour le lecteur, l'enjeu est moins de juger que de questionner. Comment définir un partenariat équitable? À partir de quel moment la légalité cesse-t-elle de suffire pour garantir la justice? Ces interrogations dépassent largement un pays ou un continent. Elles concernent toute société intégrée dans des chaînes économiques mondiales, visibles ou invisibles. Cette histoire laisse volontairement la discussion ouverte. Elle suggère que les réponses ne peuvent être uniques ni définitives, mais construites collectivement à partir de faits, de comparaisons et d'expériences concrètes. Si ce récit a une utilité, c'est peut-être celle-ci: encourager un échange plus lucide sur ce que signifie aujourd'hui décider de son avenir dans un monde interdépendant.